Pour moi, le gros problème de la taxe foncière actuellement, c'est que vous possédez un logement de 200 000 euros. Vous avez une dette de 190 000. Vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui n'a le même logement, aucune dette, et qui a un portefeuille financier d'1 million d'euros. Alors là, en termes de rupture de l'égalité face à l'impôt, c'est quand même, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on est en plein délire. Mais d'ailleurs, parce que ce système a été mis en place à une époque où il y a très peu de patrimoine financier, il y a très peu de dettes financières. C'est la législation de la Révolution française, rappelons-nous, qui a beaucoup de vertus par rapport au système d'Ancien Régime, qui a une rupture formidable, dont je suis un fan absolu. Mais c'était il y a 2 siècles et demi. Vous ne pouvez payer vos impôts que sur vos revenus. Si vous n'avez pas de revenus, comment vous payez vos impôts? Vous dites, vendez le capital. Vous vendez le capital. Bon, c'est ça votre thèse. Mais ça... Non, attendez, si je me permets d'aller jusqu'au bout de ma réflexion, voilà. Mais à ce moment-là, on va vous dire c'est expropriatoire. Si les gens ne veulent pas louer leur capital, leur bien ou je ne sais pas quoi, bon, c'est leur liberté. Mais à ce moment-là, vous voyez, donc il y a une limite. Non, mais sur la taxe foncière, je m'en suis expliqué avec Zuckman. Premièrement, la taxe foncière, les taux sont plafonnés, parce que c'est un impôt local. Bien sûr, ils sont plafonnés à 2 fois le taux moyen national. Deuxièmement, attendez. Deuxièmement, l'assiette, comme vous le savez, n'est absolument pas représentative des loyers réels. Elle est très, très, très inférieure, ce qui fait que les taux multipliés par une assiette très basse font qu'on ne dépasse jamais le revenu du bien. Comment? Ça, vous pouvez demander le dégrèvement. Ça, c'est un autre chose. Il y a des critères. Bon. On n'y arrive pas, là. Bon. Alors, j'ai ma sixième question. Non, mais on ne peut pas dire que la taxe foncière, elle est illimitée. Ce n'est pas vrai. Elle est plafonnée. Par rapport au taux. Voilà, bien. Allez, passons à la 6e question. Alors, parce que c'est un sujet qui m'a toujours passionné, dans l'ouvrage pour une révolution fiscale précité, vous intégrez les loyers fictifs des propriétaires occupants dans la mesure du revenu de ces ménages. Comment avez-vous calculé et obtenu les données relatives à ces loyers fictifs et quelle appréciation portez-vous sur l'éventualité d'une taxation de ces loyers, puisque c'était taxé jusqu'en 1965, pour être précis, voilà, et ça a été supprimé pour faciliter l'accession à la propriété. À l'époque, on avait 40% de propriétaires. On est à 58, et au moment de départ à la retraite, on est à 75. Donc, il y a une évolution considérable. Quand l'imposition des loyers fictifs a été introduite en 1914, comme d'ailleurs dans tous les pays qui créent l'impôt sur le revenu à l'époque, on est dans un contexte où il y a 10 ou 20% de propriétaires. C'est-à-dire qu'il y a une telle concentration de la propriété immobilière, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, à Paris, jusqu'en 1914, le cadastre est fait de telle façon que la plupart des immeubles ne sont pas découpés. C'est-à-dire soit vous possédez tout l'immeuble, soit vous possédez rien du tout. Donc l'idée qu'on allait baisser l'impôt sur le revenu sur les propriétaires qui ne mettent pas en location une partie des appartements paraissait saugrenue. Et donc, du point de vue, vu la concentration des patrimoines de l'époque, la taxation des loyers fictifs, qui était mesurée à l'époque, bon, il y avait, surtout en 1914, il n'y avait pas beaucoup d'inflation, il y avait des recensements des propriétés bâties tous les 10 ans, on évaluait les valeurs locatives, et tout ça se passait gentiment. Et voilà, bon, là, nous, dans les données, on évalue les loyers fictifs en fonction des caractéristiques du logement, de la surface, des différentes caractéristiques. Bon, forcément, c'est une approximation, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, mais pour résumer, le contexte a beaucoup changé. C'est entre 1914 et 1965, pourquoi on exonère les loyers fictifs en 1965, alors qu'ils étaient imposés en 1914? Vous l'avez dit vous-même, parce qu'on commence à avoir 40% de propriétaires, on augmente la proportion de propriétaires, donc on a envie de faciliter ça. Et moi, ça me paraît plutôt de bon sens. Donc là, moi, je ne propose pas de revenir à 1914. Je pense que la bonne façon de traiter cette question de la différence entre un ménage qui possède son logement et celui qui ne le possède pas, ça passe justement par la taxe foncière, dont je préférais qu'elle soit progressive, qu'elle prenne en compte les dettes. Pour moi, le gros problème de la taxe foncière actuellement, c'est que vous possédez un logement de 200 000 euros. Vous avez une dette de 190 000. Vous payez la même taxe foncière que quelqu'un qui n'a le même logement, aucune dette, et qui a un portefeuille financier d'1 million d'euros.
Alors là, en termes de rupture de l'égalité face à l'impôt, c'est quand même, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on est en plein délire. Mais d'ailleurs, parce que ce système a été mis en place à une époque où il y a très peu de patrimoine financier, il y a très peu de dettes financières. C'est la législation de la Révolution française, rappelons-nous, qui a beaucoup de vertus par rapport au système d'Ancien Régime, qui a une rupture formidable, dont je suis un fan absolu. Mais c'était il y a 2 siècles et demi. Enfin, 2 siècles, plus de 2 siècles. Et donc, forcément, il y avait des éléments, en particulier sur l'importance des dettes financières, des portefeuilles financiers, qui n'étaient pas complètement dans l'ambiance de l'époque. Et puis, à l'époque aussi, l'impôt progressif, ça faisait peur à beaucoup, etc. Bon, ça continue de faire peur à beaucoup, d'après ce que je peux voir, mais l'ambiance a quand même un peu changé. Et donc, moi, aujourd'hui, la façon de traiter ces loyers fictifs, actuellement, il y a la taxe foncière qui taxe le propriétaire qui, de fait, bénéficie de ces loyers fictifs de cette façon. Donc, c'est une espèce de pseudo-supplément d'impôt sur le revenu par rapport à celui qui n'est pas propriétaire. C'est pas la meilleure façon de le faire. C'est-à-dire que ça me paraît quand même très injuste pour celui qui est très endetté, qui en fait paye des intérêts de remboursement d'emprunt qui sont aussi importants qu'un locataire pendant encore 10 ou 20 ou 30 ans. Je ne vois pas pourquoi lui, pour le coup, il serait traité différemment d'un locataire. Et à l'inverse, celui qui n'a plus d'emprunt et qui a en plus un portefeuille financier, etc., sa taxe foncière. Donc, pour résumer, pour des mêmes recettes de taxes foncières, alors qui ont énormément augmenté, c'est-à-dire quand même l'explosion des recettes de taxes foncières, enfin, tout le monde s'émeut de ce que vont payer les gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine avec 2% d'imposition, mais l'augmentation des recettes de taxes foncières depuis 15 ans en France, là, voilà, tout le monde est très content, ça pose aucun problème, alors que derrière, vous avez des situations individuelles de personnes qui, par rapport à leur patrimoine net, parce que c'est ça qui compte d'un point de vue économique, quelqu'un qui a une maison de 200 000 et un emprunt de 190 000, son patrimoine net, c'est 10 000. Et il peut se retrouver à payer une taxe foncière de 2 000 ou 3 000 euros, c'est-à-dire en fait par rapport à son patrimoine net de 20% de son patrimoine net. Et alors là, aucun problème, la Constitution est respectée. Non mais franchement, il y a un niveau d'hypocrisie dans l'analyse de ces différentes situations sociales qui est proprement scandaleux. Et dont les gens ne sont pas dupes, parce que les gens qui payent la taxe foncière avec un gros emprunt sur le dos, ils savent très bien l'augmentation qu'ils ont eu à subir. Et quand ils entendent l'idée que les gens qui ont plus de 100 millions de patrimoine ne peuvent pas payer 2%, je pense que voilà, il y a un décalage qui est vraiment problématique. Est-ce que je voudrais rebondir. Oui. Quand vous avez été élu local, parce que mon cas, c'est le cas de M. Courson, et puis les cas d'autres dans cette salle, pendant quand même pas mal d'années, la taxe foncière, dans mon esprit, moi, quand j'étais maire, c'était pas qu'un impôt qui partait dans le budget national. Il correspondait également à des services qui étaient donnés par la commune et qui étaient là, les routes, les écoles. Non, mais on n'a pas que la taxe d'habitation. Non, mais je suis d'accord, mais c'est pas tout à fait la même, me semble-t-il. Hein. Moi, je ressens, c'est pas tout à fait le même. Ça correspond quand même. Alors, c'est vrai, ce qu'on dit avec la suppression de la taxe d'habitation, qui a quand même donné du pouvoir d'achat à beaucoup de nos concitoyens. Mais bon, je veux bien qu'on la critique en permanence, mais elle a quand même donné du pouvoir d'achat. Mais elle a été compensée, effectivement, par les... et à crédit. Mais pas tout à fait le même impôt. J'entends et je trouve que c'est passionnant, votre raisonnement, mais il me semble que quand vous avez eu en gestion des finances locales et des communes, la taxe foncière, et notamment avec la fixation du taux par les élus, c'est pas tout à fait pareil. Voilà, moi c'est... Tout à fait pareil, mais je pense quand même que cette taxe foncière pourrait être mieux comprise et mieux acceptée si elle était plus juste. C'est-à-dire que là, mais après, ça ne dépend pas que de vous en tant que maire. C'est-à-dire là, c'est une réforme fiscale nationale. C'est pas vous pouvez rien faire à ça. Hein. C'est pas donc voilà, ces personnes n'est mis en cause ici. C'est juste que vu surtout l'augmentation du produit de la taxe foncière qui a eu lieu au cours des 15 dernières années, mais on est à quoi? En tout, on est à 40 ou 50 milliards là. En tout, on était à 30. Enfin, il y a eu 15 milliards d'euros d'augmentation de taxe foncière. Enfin, c'est vraiment, vous pouvez reprendre les chiffres mieux, quoi. Mais on est sur une très forte augmentation avec un impôt qui ne prend pas du tout en compte le niveau de patrimoine. Parce qu'avoir 200 000 ou 2 millions de patrimoine immobilier, c'est quand même pas pareil. Avoir aucun emprunt ou un énorme emprunt, c'est pas du tout pareil. Donc, la notion d'équité qui est sous-jacente à la taxe foncière est pas très satisfaisante quand même. On peut faire mieux que ça, il me semble. Et pour moi, en tout cas, c'est pour ça que je répondais là-dessus, c'est que pour moi, c'est le bon outil pour traiter cette question des loyers fictifs, entre guillemets, c'est-à-dire des propriétaires par rapport aux non-propriétaires. C'est plus par rapport à une taxe foncière progressive, un impôt progressif sur le patrimoine, que par la réintégration dans l'impôt sur le revenu des loyers fictifs. D'accord. Mais si j'ai
compris votre proposition, c'était quand même de l'intégrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Pas du tout. Ah bon. C'était à ce moment-là de modifier, mais c'est un impôt local, hein, les taxes foncières, hein, et elles augmentent beaucoup parce que c'est le dernier impôt, pour simplifier, des collectivités locales. Alors donc, tout repose sur la taxe foncière, ce qui pose un vrai problème entre les communes où il y a beaucoup de propriétaires et là où il y en a très peu. C'est un impôt local, mais on a besoin d'une réforme nationale, on a besoin du législateur national pour changer le cadre, justement. Et souvenons-nous que c'était un impôt national jusqu'en 1914. Et je pense qu'en fait, si on avait conservé une composante nationale, on se serait rendu compte qu'il aurait fallu le rendre progressif et prendre en compte les dettes. Et là, on laisse les collectivités locales se débrouiller avec le seul impôt qu'elles ont, mais qui est très injuste et très mal réparti. Et voilà, je pense qu'on pourrait mieux faire.